Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans ce numéro où on va parler simplement de la diplomatie. Qu'est-ce qui se passe ici chez nous en République démocratique du Congo? Depuis un certain moment, les hommes parlent, ils analysent sur tout ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo. Nous avons les gens qui ont fait le droit, ils interviennent aussi même à des questions qui ne les concernent pas. Nous avons des médecins qui interviennent, nous avons des journalistes qui communiquent, nous avons des gens qui viennent parler sur le plateau de télévision, simplement analyser des questions de relations internationales, des questions liées à la diplomatie, aux affaires étrangères, des questions liées au terrorisme, des questions liées à la géopolitique. Eh bien, cela nous fait rêver et nous fait voir beaucoup de choses. Mais Rupture Télévision a pensé à vous et surtout dans ces moments, dans cet entretien, dans cette analyse. Je crois, ensemble avec vous, la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face à la crise sécuritaire à l'Est, perspective d'une paix durable dans la sous-région du Grand Lac. Et je crois avec ce thème qu'on va essayer d'analyser avec le DG ad intérim de l'Institut des Relations Internationales et d'études stratégiques, M. Jean-Benoît Kabongo. M. Jean-Benoît, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Très content de vous retrouver encore après un long moment et je vous souhaite mes vœux le meilleur. Sentiment partagé. Moi aussi, je suis très content de retrouver nos téléspectateurs. Après presque, je crois, 3 ans de séparation, je ne suis pas passé sur votre plateau. Ça me fait de la joie de les retrouver et de pouvoir m'entretenir de nouveau avec eux. Merci beaucoup. Alors, avant que nous puissions analyser le grand thème qui nous est choisi aujourd'hui pour ces numéros, un mot à placer concernant l'Institut, l'IRIES. Oui, concernant l'Institut de Relations internationales et études stratégiques que je dirige pour un bref délai, parce que nous sommes censés reprendre nos activités. Et à la reprise des activités, nous allons commencer par la première activité sera la réorganisation de l'Institut. Et à ce moment-là, nous allons renouveler nos organes et les animateurs de ces organes. Et aussi, juste après le renouvellement des organes et des animateurs des organes, nous allons relancer les activités de l'Institut. Donc pour l'instant, l'Institut ne fonctionne pas. Il s'est agi de petites difficultés et qui étaient malheureusement liées à des raisons indépendantes de notre bonne volonté. Mais tout maintenant est en ordre. Je crois que dans les semaines ou le mois qui vient, vous serez invité à couvrir les activités de l'Institut. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes aussi enseignant. Hein? Vous enseignez les relations internationales aussi à l'université. Tout à fait. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il est là, M. Jean-Benoît Kabongo. Comme je l'ai dit à mon introduction, il y a des questions d'ordre relations internationales qui ne peuvent qu'être répondues par des internationalistes. Alors que nous voyons ici chez nous en RDC pas mal de gens qui viennent commenter, analyser autour de la diplomatie, des relations internationales. Alors, cette approche, nous, les internationalistes, ne partagent pas trop souvent cela parce qu'on ont d'autres manières de voir les choses. Mais avant qu'on commence avec notre thème, nous avons tous suivi la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été réélu à plus de 70% des suffrages valablement exprimés par la population congolaise. Quelles sont vos impressions? Oui, comme internationaliste et scientifique d'abord, et ensuite comme citoyen congolais, j'avais d'abord émis le vœu de voir M. Félix Tshisekedi se maintenir au pouvoir.
Je m'explique. Oui. Parce que, vu le contexte qui traverse le pays, c'est-à-dire un contexte de guerre ou de quasi-guerre dans l'est de notre pays, j'ai trouvé mal que le pays change de direction dans un moment aussi critique que celui-ci. Si vous rentrez dans l'histoire, vous verrez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un président américain qui a eu à faire pratiquement 3 mandats. Oui. Ce qui n'est pas de coutume aux États-Unis. Ben, c'était lié au contexte de guerre. Il était exclu pour les Américains de pouvoir changer de commandant suprême dans un contexte comme celui-là. Et le contexte, il est similaire au nôtre. Nous sommes dans une situation de quasi-guerre dans l'est du pays, et changer de commandant suprême dans un tel contexte, c'est très lourd de conséquences. Donc, j'avais émis le vœu de voir le commandant suprême de nos forces de défense et sécurité se maintenir afin de pouvoir maintenir une certaine cohérence dans la conduite des activités liées à la guerre dans l'est de notre pays. Donc, c'est un sentiment de satisfaction et de soulagement qu'il ait été réélu et qu'il se soit maintenu à son poste. Merci beaucoup. Alors, M. Jean-Benoît, vous l'avez dit dans votre intervention tout à l'heure, le vœu que vous avez émis est surtout lié à la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Et nous avons, depuis un certain moment, constaté que cette situation est en train de persister, de perdurer. Et même le chef de l'État vient trouver déjà cette situation, déjà l'insécurité régnait déjà. Et malgré les efforts, vous en tant qu'internationaliste, enseignant à l'université des sciences des relations internationales, quelle peut être la solution? Est-ce que l'approche de la diplomatie ou de la guerre entre les deux, quelle serait la solution qu'il faut emboîter pour trouver la paix durable que vous allez proposer tout à l'heure? Ouais, je pense que quand on analyse un conflit et qu'on cherche à trouver des solutions à un conflit, il y a un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre. Et parmi ces questions auxquelles il faut apporter obligatoirement des réponses, quand on cherche à trouver des solutions à un conflit ou à sortir d'un conflit, il y a 4 questions principales. Ok. La première, c'est que vous devez d'abord identifier quelle est la nature du conflit. La deuxième question à laquelle vous devez répondre, c'est d'identifier quels sont les enjeux de cette rivalité. La troisième question à laquelle il faut répondre, vous devez identifier qui sont les principaux acteurs de cette rivalité violente. Et la dernière question, vous devez identifier les perceptions, les différentes perceptions, ou les perceptions qu'ont les différents acteurs sur l'enjeu de ce conflit. Vous comprenez? Quand vous arrivez à répondre à ces 4 questions, vous avez en partie trouvé la solution au conflit. Si nous voulons transposer ce raisonnement ou transplanter ce raisonnement sur le conflit dont il est question dans ce débat, Ouais. c'est-à-dire le conflit qui perdure dans l'Est, un conflit qui date maintenant depuis je dirais 30 ans, Ouais. parce que c'est depuis 1996 que ce conflit a commencé. Beaucoup de nos compatriotes ne le savent pas. Peut-être qu'ils pensent que c'est
nouveau conflit. Voilà. Non, mais le conflit qui commence avec le président actuel. Non, le conflit, il est ancien. Voilà. Le conflit, il tire d'abord son origine de la mésentente entre les membres de l'alliance qui a pris le pouvoir après avoir chassé le maréchal Mobutu du pouvoir. Ouais. Cette alliance qui était constituée à l'époque de 3 pays de la sous-région et de quelques marionnettes congolais que ces 3 pays avaient recrutés pour donner l'apparence d'un conflit interne à l'ex-Zaïre à l'époque. Ouais. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont eu différentes conceptions de ce pouvoir. Et ils défendaient différents intérêts. Les marionnettes congolais ont eu les sentiments ou les désirs de défendre les intérêts congolais. Les forces étrangères qui les avaient portés au pouvoir avaient leurs propres intérêts qu'ils défendaient. Cet antagonisme des intérêts les a conduits à une dislocation. Ok. Donc, ça, ce sont les faits apparents que nous voyons, mais qui ne nous déterminent pas à connaître en réalité quelle est la nature du conflit. Exact. C'était ça d'ailleurs la question que j'allais vous poser, la nature, la vraie nature du conflit. Voilà. Mais si on fait une analyse profonde, le conflit que notre pays traverse dans sa partie orientale, c'est un conflit géopolitique. Ok. Il est géopolitique, pourquoi? Parce que nous sommes face à des acteurs qui poursuivent des intérêts divergents. Et ces acteurs ne sont pas tous des acteurs internes. Il y a des acteurs étrangers au Congo qui viennent dans notre pays et qui poursuivent principalement des intérêts économiques. Et puisqu'ils poursuivent des intérêts économiques, cela nous conduit directement à conclure que nous sommes face à un conflit géopolitique. On ne se voile pas la face pour citer ces acteurs extérieurs au conflit. C'est notamment le Rwanda et l'Ouganda. Ces 2 pays qui considèrent l'Est de la RDC comme un espace vital où ils peuvent venir puiser des ressources pour leur propre survie. Ok. Vous comprenez? Ok. Et nous-mêmes, qui sommes Congolais, qui trouvons que cet espace, c'est notre espace à nous, que nous devons exploiter, que nous devons défendre, que nous devons sécuriser. Et ça crée ce que Yves Lacoste a appelé la rivalité des pouvoirs autour de l'enjeu territorial. Voilà. Et l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, il est économique. L'accès aux ressources naturelles afin d'alimenter son économie. Donc, si je vais revenir à mon raisonnement du départ, j'ai dit qu'il faut identifier la nature du conflit. J'ai répondu à la question. Le conflit, il est géopolitique. S'il faut identifier les acteurs sont connus. C'est le Rwanda qui instrumentalise des groupes armés à l'est du pays. Et principalement, il y a ces groupes armés qui étaient nés de son alliance avec les marionnettes congolais, qu'ils ont appelé l'AFDEL, qui a changé de dénomination quand il y a eu mésentente, qui est devenu RCD. Le même groupe a changé de dénomination. Il est devenu CNDP.
le même groupe a changé de dénomination pour devenir M23. Et ce même groupe est dans une sorte de mutation pour changer de nouveau de dénomination pour devenir ce qu'ils ont appelé Alliance Fleuve Congo, Alliance quelque chose comme ça, AFC. AFC, oui. Mais quelle que soit la dénomination qu'ils prennent, on connaît que l'acteur qui ne change que de forme, qui ne change que de masques, qui ne change que de dénomination, l'acteur, ce sont les dirigeants rwandais qui viennent dans notre pays, qui utilisent ce groupe armé comme un bras pour pouvoir les aider à avoir un accès à nos ressources naturelles. C'est cela l'enjeu de ce conflit. Voilà. Quelle est la perception qu'ils ont? La perception que ces acteurs qui viennent ont de la partie Est, qui pour nous est une partie de notre territoire. Pour eux, c'est un espace vital pour eux, où ils doivent venir puiser des ressources pour alimenter leur propre économie. Donc c'est cela l'essentiel du conflit qui se déroule à l'Est. Nous ne sommes pas face à une rébellion intra-étatique, non. Nous ne sommes pas face... Où on ne retrouve que les Congolais. Non, nous ne sommes pas face à une guerre civile, non. Nous ne sommes pas face à une guerre interethnique, non. Nous sommes face à un conflit géopolitique. Merci. Donc, vous avez suivi. On a essayé d'identifier les conflits, on n'a pas essayé, on a identifié les conflits, on a identifié les acteurs, on a identifié les enjeux, on a identifié, et la conclusion, on est face à une guerre géopolitique. Donc, je sais que quand chez vous, je survole, quand vous parlez de géopolitique, vous ne voyez que les nominations. Les chefs de l'État ne tiennent pas compte de la géopolitique des personnes qu'il faudrait nommer comme étant des ministres. Le vrai détenteur de la définition, qui connaissent bien la géopolitique, viennent ici nous dire que nous sommes face à une guerre géopolitique. Alors, face à cette guerre géopolitique, il faudrait utiliser la diplomatie ou la guerre pour mettre fin à cela. Bon, je ne mâcherai pas de mots. Face à une guerre géopolitique, bon, d'abord face à toute guerre ou à tout conflit, la voie royale pour mettre fin à tout conflit, c'est la voie pacifique que nous appelons la diplomatie. C'est ça la voie royale pour mettre fin à tout conflit. Donc, quelle que soit sa nature, la diplomatie reste la voie royale. Pourquoi? Parce qu'elle vous épargne les pertes en vies humaines, elle vous épargne de dépenses énormes liées à la guerre, elle vous épargne de l'énergie, elle vous épargne tant de choses. Tant d'efforts que vous auriez consentis dans la guerre, la diplomatie vous les épargne. Mais l'expérience que nous avons avec des guerres géopolitiques, c'est que la diplomatie n'a jamais résolu une guerre géopolitique. Okay. Les guerres géopolitiques finissent toujours par la voie militaire. Okay. La guerre a une fonction politique. Quelle est la fonction politique de la guerre? C'est de contraindre votre adversaire à se soumettre à votre volonté. Exact. J'ai dit ici que les guerres géopolitiques sont liées à la perception que les acteurs de ce conflit ont de l'enjeu qui fonde leur rivalité. Et quand on est face
à ce type de perception, il est difficile de pouvoir les résoudre par le dialogue. Parce que ces perceptions sont généralement liées à l'existence même des acteurs rivaux. Je vais vous donner un exemple d'une guerre géopolitique où jusqu'à aujourd'hui, on s'est totalement perdu dans des voies diplomatiques. Ok. C'est la guerre israélo-palestinienne. Ah, ok, ok. C'est aussi une sorte de conflit géopolitique. Pourquoi? Parce que les acteurs de ces conflits, ou plutôt l'enjeu de ces conflits, c'est autour d'un territoire appelé Jérusalem. Et la perception que les acteurs ont de Jérusalem fait que il est difficile, comme le général de Gaulle disait, qu'il avait réfléchi, il avait réfléchi, il avait essayé de réfléchir, il ne voit aucune solution au conflit israélo-palestinien. Pourquoi? Parce que c'est lié à la perception. Les Palestiniens ont la perception telle que Jérusalem, c'est leur ville sainte, où se trouve je crois, le deuxième lieu ou le troisième lieu saint de l'islam. Israël a la perception que Jérusalem, c'est leur lieu saint. La ville a été construite par le roi David il y a 2500 ans et le temple il a été construit par Salomon. Le temple a été détruit, mais les vestiges de ce temple existent et pour eux, c'est le lieu le plus saint du judaïsme. Face à ce type de perception, quel que soit le dialogue que vous ferez, c'est difficile d'y arriver. La seule chose qui pourrait amener la solution dans un tel conflit, c'est qu'il y ait un vainqueur qui sorte d'une guerre entre les deux rivaux et qui imposera sa volonté, sa perception à lui de cet enjeu sur l'autre adversaire. Donc, je pense, moi, que la seule perspective de sortie de ce conflit, c'est aller dans une guerre. Parce que pour nous, le territoire nous appartient. Voilà. Et nous devons le défendre coûte que coûte. On n'a pas droit à laisser nos territoires entre les mains des... C'est non négociable. Exact. Voilà. L'intégrité de notre territoire est non négociable. C'est lié même à l'existence de la RDC comme État. Dès que nous sommes amputés d'une partie de notre territoire, nous cessons d'être RDC. Oui, ça c'est lié à notre survie. Oui, ça c'est lié à notre existence. Nous sommes obligés de défendre cette partie de nous-mêmes. Entre-temps, les Rwandais qui nous font la guerre, ils trouvent que, une fois qu'ils auraient perdu l'influence sur cette partie, ils seront asphyxiés économiquement. Ils ne trouveront plus de ressources pour entretenir l'existence de l'État rwandais. Et ils sont obligés de pouvoir se battre. Ils trouvent cela comme une question de vie ou de mort. Alors, puisque notre volonté à nous est de défendre coûte que coûte notre territoire, et la volonté rwandaise est de pouvoir défendre coûte que coûte sa survie en tirant des ressources de notre sol, il faut obligatoirement qu'il y ait un vainqueur. Et ce vainqueur imposera sa volonté au vaincu. Voilà. Merci beaucoup, M. Jean-Benoît. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Rupture Télévision et votre magazine. Nous sommes là dans cet entretien diplomatique hautement scientifique où les détenteurs de cette science de relations internationales s'expriment après un long moment de silence. Et je rappelle que j'ai reçu pour vous M. Jean-Benoît Kabongo, qui est le DG ad intérim, il assume l'intérim
de l'Institut des relations internationales et d'études stratégiques, un institut de recherche en relations internationales et de stratégie qu'il faudrait. Et ici, nous sommes en train d'analyser la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face à la crise sécuritaire à l'Est, perspective d'une paix durable dans la sous-région de Grand Lac. Alors, il a énuméré le conflit et il a essayé de donner quelle voie qu'il faudrait prendre aussi longtemps que nous sommes en train, nous utilisons la voie diplomatique, mais aussi la guerre serait vraiment une solution qu'il faudrait utiliser pour mettre fin à ces conflits. Alors, Monsieur Jean Benoît, que diriez-vous au chef de l'État? Dès son entrée, il a fait la tour. Plusieurs fois, il a visité plusieurs États, même de grandes puissances. Et il s'est fait petit face à Kagame juste pour trouver des solutions. Il lui a proposé toutes sortes de propositions. Il lui a appelé son frère. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Le président de la République a vu le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et il a même fait entrer notre pays à l'EAC. Il a le fait que nous étions déjà dans la SADC et plusieurs autres organisations internationales de la sous-région, entre autres les Grands Lacs. Les efforts du chef de l'État, une fois, il a même dit que nous avons essayé avec la diplomatie, mais maintenant je crois qu'il faudrait utiliser la guerre. Vous avez dit ici, maintenant, si les chefs de l'État, avec ça, avec cette déclaration, il avait tort ou il avait raison? Le président de la République, si je l'ai suivi plusieurs fois, il a une trilogie. Donc, il pense qu'on peut résoudre ce conflit par des voies diplomatiques, par une approche politique et par une approche militaire. Donc, il a toujours présenté cette trilogie. Vous avez évoqué ici sa tournée de sa prise de pouvoir lors de son premier mandat. Et puisque nous analysons son deuxième mandat face à cette crise sécuritaire, il est important de pouvoir revenir sur ce qu'a été son premier mandat et ce qu'a été l'approche qu'il a utilisée pour essayer de résoudre la crise sécuritaire à l'Est. Exact. Lors de son premier mandat, vous l'avez rappelé, il a fait un tour dans différents pays de la sous-région afin de pouvoir chercher à résoudre le problème pacifiquement. Cela signifie que l'approche pacifique a été déjà essayée, mais elle n'a pas donné de solution. Cette approche qu'il avait adoptée dès l'entame de son premier mandat est tirée de l'expérience de la construction européenne. En Europe, il y avait deux pays qui étaient en constante rivalité. C'était l'Allemagne et la France. Et ces pays se sont livrés plusieurs guerres dans l'histoire. Et ces pays ont eu une approche de pouvoir créer entre eux une sorte d'intégration politique. Et c'est ce que nous appelons la construction européenne. À cet embryon d'intégration politique qu'ils avaient créé, est venu s'ajouter d'autres États européens, ce qui forme aujourd'hui ce que nous appelons l'Union européenne. Le président de la République, dès l'entame de son premier mandat, a pensé à cette approche. Et il a pensé qu'on pouvait appliquer la même approche de la construction européenne au conflit dans la région des Grands Lacs. Procéder par l'intégration, qui est une approche qui a produit des fruits ailleurs, et on a pensé que cela pouvait produire des fruits chez nous. Mais on s'est rendu vite compte que cette approche-là, si elle a marché en Europe, c'est difficile qu'elle puisse marcher chez nous.
Simplement parce que nous ne sommes pas les Européens ou les Africains ou comment? Parce que les réalités, parce que les réalités sont différentes. Yeah, ok. Les réalités sont différentes. Nous sommes face à des dirigeants qui n'ont pas compris que les relations internationales ont évolué. Oui. Nous ne sommes plus dans les vieilles relations internationales où Robespierre disait qu'elles mettent en place des unités politiques qui ont chacune des armes pointées, hein, les armes à leurs frontières pointées vers d'autres unités politiques. Non, ces relations-là sont vieilles. Nous avons évolué, les relations internationales ont évolué. Nous sommes aujourd'hui dans de nouvelles relations internationales qui se sont modernisées, où les États parlent plus de créer entre eux des interdépendances que de créer entre eux des unités politiques juxtaposées et imperméables. Disons, imperméables, voilà le terme. Donc dans une sorte de rivalité permanente. Voilà. Donc c'est ce type-là de compréhension qui fait que l'expérience européenne ne peut pas être appliquée dans la sous-région des Grands Lacs. Pour que cette expérience-là aboutisse dans la sous-région des Grands Lacs et permette à ce qu'on crée une sous-région florissante et riche et une sous-région prospère, il faut qu'on ait des dirigeants qui comprennent que les relations internationales ont évolué et se sont modernisées et qu'on n'est plus dans les relations internationales westphaliennes, on est dans les relations internationales post-westphaliennes. Donc cette approche qu'il avait prise dès l'entame de son mandat, cette approche a échoué. Elle a montré ses limites. Pourquoi? À cause de la nature des dirigeants de la sous-région des Grands Lacs. Ok. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter. Non, s'il y a un mot à ajouter, c'est que quand l'approche a échoué, on cherche une nouvelle approche. Exactement, c'était ça. Je voudrais que vous puissiez déjà introduire cela, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes maintenant dans cette phase de perspective. Qu'est-ce que les scientifiques, qu'est-ce que l'Institut des relations internationales et d'études stratégiques projette comme perspective pour une paix durable au niveau de la sous-région? C'est là maintenant la question que je vous relance. Merci beaucoup pour votre question. Elle est très pertinente. Et elle s'adresse directement à nous qui sommes scientifiques, afin de pouvoir aider les décideurs à prendre de bonnes décisions pour le bien de notre pays et le bien de notre peuple. Quand on a commencé l'émission, je vous ai dit que pour un conflit géopolitique, pour nous internationalistes, on ne le résout que par la guerre, qui a comme fonction politique de pouvoir contraindre votre adversaire à se soumettre à votre volonté. Okay. Ce que nous pensons, pour qu'il y ait vraiment une paix durable dans notre pays, et surtout dans cette partie est du pays, c'est que l'État congolais doit envisager comment accroître sa puissance militaire. Exact. Cet accroissement de la puissance militaire va nous aider à pratiquer ce que nous appelons en relations internationales la diplomatie coercitive. Ok. Qui est différente de la diplomatie normale connue, où on va discuter et rester dans les discussions.
que préconise la diplomatie coercitive? La diplomatie coercitive préconise ceci. Vous y allez par des voies diplomatiques. Mais en même temps que vous utilisez les voies diplomatiques, vous devez vous rassurer que derrière vous, il y a suffisamment de forces armées capables de vous aider à imposer votre volonté en cas de l'échec de la diplomatie. C'est-à-dire quoi? J'ai un conflit avec Jean-Serge. Je dis, bon, asseyons-nous, essayons de régler. Bon, moi, je trouve que ce conflit, nous pouvons le terminer comme ça, comme ça, comme ça. Jean-Serge dit, oui, moi, je trouve que ce conflit, nous pouvons le terminer. Et ensuite, on commence à palabrer. On essaye d'ajuster nos intérêts. Parce que c'est là la diplomatie. Essayer d'ajuster ses intérêts par rapport aux intérêts de votre interlocuteur, afin de trouver un juste milieu. Si on n'arrive pas à s'entendre, je prends mon bâton, je frappe sur tes mains. Et quand je te frappe, ah oui, bon, ça va, j'accepte. Comme ça qu'on avance. C'est cela la diplomatie coercitive. Okay. C'est-à-dire, nous avançons en palabrant, mais en sachant que quand nous échouons, nous utilisons la force pour vous contraindre à vous soumettre à la volonté que nous n'avons pas pu vous imposer pendant nos discussions. Donc, c'est la chose que je préconise pour résoudre le conflit dans l'est du pays. Qu'est-ce que cela implique? Voilà. Cela implique ce que le Maxime romain disait, qui veut la paix, prépare la guerre. Cela implique que nous devons suffisamment préparer la guerre. Et on prépare la guerre comment? En accroissant notre propre puissance militaire. En ayant des forces armées aguerries, des services de renseignement efficaces et en ayant aussi une stratégie bien adaptée à la situation qui est en face de nous. Donc concrètement, je vais dire quoi? Concrètement, je vais dire ceci, que la République doit se mettre à la préparation d'une force militaire capable de pouvoir accompagner nos diplomates dans la recherche de la solution à l'est du pays. C'est là même la définition des relations internationales. C'est une conduite diplomatico-stratégique qui implique le diplomate et le soldat. Donc vous ne pouvez pas aller dans la résolution du conflit à l'est juste avec le diplomate. Il faut l'accompagner avec les soldats. Alors, nous avions suivi cette perspective que vous avez projetée, une diplomatie coercitive. Voilà. C'est l'approche adaptée pour une paix durable dans l'Est de la République. Alors, dans quelques minutes, avant qu'on se sépare avec vous, que dites-vous, si vous pouvez le résumer? Il y a des sous-questions à cette situation d'infiltration, parce que le chef de l'État même l'a dit, de cette situation d'infiltration de nos forces armées. Les généraux sont beaucoup plus infiltrés, mais aussi à cette diplomatie des États-Unis. Nous avons vu Anthony Blinken au niveau de la SADC, que nous on a cru que la SADC viendrait pour mettre fin aussi, nous accompagner les FA, nos forces armées. Curieusement, la SADC aussi va dans cette option de ne pas utiliser la guerre, la force pour contraindre l'avancée de ces mouvements M23, RDF qui menacent l'Est de la RDC. En quelques mots, vous pouviez dire quoi? Non, je crois qu'il ne faut pas trop se fier aux informations qui viennent de la rue.
La SADC est ici dans notre pays conformément à son acte constitutif. La charte de la SADC recommande aux pays de la SADC d'apporter tout soutien nécessaire à un membre de la SADC dont la sécurité est menacée. Donc, ils sont ici pour exécuter ou accomplir ce que leur propre charte prescrit. Donc, toute autre interprétation, je la trouve erronée. Pour ce qui est de l'administration américaine, les Américains ont une position dans ce conflit. Vous savez, Blinken, qui est aujourd'hui au département d'État américain, a servi à la Maison-Blanche du temps de Clinton. Et Blinken, qui a servi au moment du génocide au Rwanda, fait partie des politiciens à Washington qui se reprochent toujours de n'avoir pas su arrêter le génocide rwandais. Et vis-à-vis de ces reproches, sont des gens qui ont une certaine faiblesse à l'égard du régime rwandais. Et c'est cette faiblesse-là qui les conduit à ne pas être fermes vis-à-vis du Rwanda. C'est que beaucoup considèrent chez nous comme un soutien des États-Unis au Rwanda. Non, les Américains ne soutiennent pas les Rwandais. Mais sinon, ils sont faibles vis-à-vis du Rwanda à cause de cette étape de l'histoire, de leur histoire. Donc, au moment du génocide, Blinken, qui est au département d'État, était le bras droit de Clinton à la Maison-Blanche. Et ce sont eux qui, à l'époque, n'ont pas su prévenir la survenue du génocide ou arrêter le génocide. Donc, leur position à eux est que l'on puisse régler le conflit par des moyens pacifiques. Or, ces moyens ont été testés lors du premier mandat du président de la République. Nous venons d'en parler. Et ces moyens n'ont pas donné les fruits escomptés. Donc, la position américaine, elle est celle-là. Mais notre diplomatie doit travailler pour convaincre les Américains, leur montrer que leur position à eux, elle est fausse. Elle n'aboutira pas à une solution convaincante. Monsieur Jean-Benoît, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être il y a quelque chose que vous auriez dit ajouter, s'il faut le faire. Je vous accorde quelques minutes, une minute peut-être, s'il y en a. S'il n'y en a pas, je crois qu'on va se séparer avec vous. Non, s'il y a quelque chose que je pourrais ajouter, c'est juste saluer nos compatriotes de l'Est qui souffrent de ce conflit. Ils souffrent vraiment dans leur chair. Il y a des déplacés, des milliers de déplacés qui ne savent pas retourner dans leur maison, qui ne savent pas retourner à leurs activités, qui ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école. C'est une situation pénible. Je préfère leur envoyer des mots d'encouragement et leur dire que la République tout entière est avec eux. Nous les soutenons et nous nous battrons pour que leur peine se termine et cette fois-ci qu'elle se termine une fois pour toutes et qu'ils retournent et qu'ils vivent en paix chez eux. Merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro d'entretien du magazine hautement basé à la diplomatie chez nous en République démocratique du Congo. J'ai eu l'honneur de recevoir pour vous M. Jean-Benoît Kabongo. Il est le directeur général ad interim de l'Institut des Relations internationales et d'études stratégiques, un institut de recherche scientifique. Nous avions analysé ensemble avec lui la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo face à la crise sécuritaire à l'est de la République, notre pays.
perspectives d'une paix durable dans la sous-région de Grand Lac. Et vous l'avez suivi, en quelques mots, je peux conclure, notre perspective reste une diplomatie coercitive et il a su bien détailler cette diplomatie. Vous avez suivi les numéros qui s'affichent, il y a possibilité d'entrer avec nous en contact. Mais avant tout je vous dis, restez branchés sur votre chaîne YouTube, Rupture Télévision officielle, mais aussi, comme vous nous suivez sur Rascom, sur satellite, merci beaucoup, mais aussi sur TNT, Rupture Télévision. Je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.